Je suis ravie de vous accueillir pour le dernier talk de Drawing Now 2014. Et comme il faut penser aux futurs dessinateurs, nous allons parler de l'enseignement, donc comment enseigner le dessin. Pour ce Drawing Talk, nous allons compter sur Fabien Simode, rédacteur en chef de L'Œil, qui va modérer cette conversation. Claire Tabouret, qui est artiste représentée par la galerie Isabelle Gounod et qui a été élève de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Didier Rittner, qui a été notre lauréat du prix 2013, n'oublions pas de le rappeler, et pour ceux qui auront encore un petit peu de temps, il a une exposition au BHV qui se termine ce soir à 19 h. Donc après ce talk, vous pourrez courir encore pour voir l'exposition. Oui, courir, oui. Et donc lui, il enseigne à la Aide de Genève, et je trouvais intéressant de voir s'il y avait des différences entre l'enseignement en France et l'enseignement suisse. Et Bernard Monino, qui est artiste, qui enseigne le dessin à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Donc voilà, je vais vous laisser... et qui est commissaire de l'exposition avec Gilles-Jeanne Gelzer et... mince, je me souviens plus... Emmanuel Brugerolles, de la Biennale de dessin qui se tient à la Cité internationale des arts et dont nous sommes ravis d'être partenaires, puisque ça sera une manifestation qui, comme son nom l'indique, une biennale sera partenaire de Drawing Now tous les 2 ans. Merci Christine. Bonjour à tous. Bonjour. Y a-t-il un enseignement du dessin? Quel est cet enseignement? Comment se traduit-il? Comment faites-vous dans vos classes respectives? Comment l'avez-vous appris, chacun? Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons la chance et le privilège d'avoir 3 générations. Donc, vous allez pouvoir nous parler, les uns et les autres, de cette évolution depuis 68, qui a changé beaucoup de choses, puisque si l'Académie royale des beaux-arts institue en 1643 son premier cours de dessin, pendant 4 siècles, ça n'a pas vraiment évolué. On a dessiné d'après modèle, sur le vivant, d'après les antiques, les plâtres, ensuite sur les cadavres, puisqu'on a disséqué pendant plus d'1 siècle à l'École des Beaux-Arts. Je crois qu'aujourd'hui, on ne met plus les mains dans les viscères, et c'est tant mieux. Si, toujours. Si, toujours. Mais ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. En 1968, avec les événements, le cours d'anatomie devient d'ailleurs le cours de morphologie. Ça a l'air anodin, mais ça explique toute l'évolution jusqu'à aujourd'hui et les recherches que vous pouvez faire les uns et les autres dans vos ateliers avec vos étudiants respectifs. Pour cela, Claire Tabouret, vous avez 32 ans, vous avez reçu déjà pas mal de prix, dont le prix Marin, qui est un fournisseur réputé pour les artistes, en 2013. Vous êtes représenté dans les grandes collections, la collection Salomon, la collection Agnès B, et bientôt vous avez une actualité dans quelques jours dans la collection Pinault, puisque vous allez présenter une œuvre, c'est ça, au Palazzo Grassi. Voilà. Et vous êtes sorti des Beaux-Arts de Paris en 2006. Vous y êtes entré en 2001. Vous êtes monté de Montpellier pour apprendre à peindre et à dessiner. Vous avez fait pendant 5 ans. Vous nous direz comment ça s'est passé durant ces 5 ans. Didier Rittner, vous êtes né et vous vivez dans cette très jolie ville de Lausanne. Vous êtes né en 1969. Vous êtes dessinateur et sculpteur. On dit peintre aussi, mais vous m'avez dit non, ça c'était pour mes études. Je suis plus dessinateur et sculpteur. Donc vous avez étudié à l'ECAL, qui est une école de Lausanne, où vous avez enseigné après, je crois aussi. Assistant. Voilà, vous avez fait quelques séjours dans différentes écoles, et notamment à la Villa Arson. Vous avez ensuite enseigné à l'HES, qui n'est pas à Lausanne, mais à Genève, et vous êtes chargé de cours depuis 2004 à l'HEAD. L'HEAD, rappelez-moi l'acronyme, c'est l'école des études artistiques. Haute école d'art et de design. Le dessin, vous connaissez bien, puisque vous êtes, vous me dites vous-même, vous êtes dessinateur, et même dans votre sculpture, hein, vous approchez la sculpture par le dessin. Surtout, vous l'avez enseigné.
Vous avez été chargé, vous avez été enseignant à l'HEAD d'abord de dessin, avant de récupérer un département. On appelle ça des ateliers à Paris. Une orientation. Une orientation. Et c'est l'appropriation. Vous cherchez de l'appropriation. Exactement. Et là, vous revenez d'un workshop sur le dessin à Angoulême. Vous en revenez tout juste. Vous allez nous dire comment ça s'est passé. Bernard Monino, vous êtes né en 1949. Vous avez étudié aux Beaux-Arts de Paris. Oui. École dans laquelle vous êtes étudiant aujourd'hui. Alors, professeur, pardon. Non mais je suis ravi. Oui, bien sûr. Et vous avez une grande carrière d'enseignant. Vous avez commencé très tôt, vous avez exposé très tôt, vous avez travaillé très tôt, vous avez vécu de votre art dès 19-20 ans, c'est ça, de votre travail, un peu même avant. Et vous avez choisi très vite quand même, hein, à la trentaine, c'est ça? Oui, vers 35 ans. Vers 35 ans. Je ne sais pas si on choisit d'être enseignant. Bah vous allez nous dire tout ça. Je pense qu'on va vous entendre et je pense quand même que si on ne choisit pas, il y a une vocation. Je le pense sincèrement avec vous. En tout cas, vous avez enseigné à Angers, vous avez enseigné à Nantes et depuis 2006, je crois que vous avez remplacé François Bouillon, c'est ça? Non, c'est un autre professeur. C'est un autre professeur, d'accord. Aux Beaux-Arts de Paris, en dessin. Vous n'êtes pas chef d'atelier. C'est ça. Professeur de cours. dessin. Chargé de cours. Chargé de cours. Voilà. Alors, j'ai envie de poser une question à Bernard Monino tout de suite pour commencer. Vous avez inauguré avec Gijan Gelzer il y a quelques jours une biennale du dessin qui est organisée par les Beaux-Arts de Paris. Vous en êtes le commissaire. C'est la première biennale de dessin et vous accueillez 23 dessinateurs. 23 jeunes dessinateurs. Jeunes dessinateurs, parce que la plupart sont encore étudiants. Quasiment. Oui, vous venez juste de sortir comme Claire Chénier. La moitié est encore en étudiant là. Pourquoi la Biennale du dessin alors qu'on est au 8e salon Drawing Now? Il y a déjà un prix Guerlain qui s'est imposé maintenant. Vous êtes d'ailleurs dans la fondation qui est passée au Centre Pompidou. Il y a des revues spécialisées comme la revue Roven. Ça fait une dizaine d'années à peu près qu'il y a un engouement réel pour le dessin. Pourquoi avoir attendu 2014 pour cette première Biennale de dessin? Est-ce que cela veut dire qu'avant 2014, aux Beaux-Arts de Paris, on ne s'intéressait pas au dessin. Pire, on n'enseignait plus le dessin. Ah non, ça c'est totalement faux. On a toujours enseigné le dessin. Il n'y a jamais eu de rupture de l'enseignement du dessin à l'école des Beaux-Arts de Paris. Ça, jamais il y a eu un moment où on aurait arrêté. Simplement, je pense qu'il s'est passé depuis, on peut dire, les grandes réformes qui ont été amenées par les différents directeurs. Je crois que c'est Yves Michaud qui a imposer dans le cursus des étudiants l'obligation de 2 ans de pratique de dessin aux Beaux-Arts. Mais il y a toujours eu des ateliers de dessin. Ça, ce serait faux de dire. J'ai souvent entendu cette rumeur, disant, mais dans les écoles d'art, on ne dessine plus, on ne sait plus dessiner, ce qui est totalement aberrant, quoi. C'est-à-dire qu'un étudiant qui rentre aux Beaux-Arts, comment ça se passe pour lui? Il rejoint un atelier. Oui. Ça peut être l'atelier de Jean-Michel Alberola, par exemple. Voilà, l'enseignement, le dessin ne fait pas partie d'atelier. Pourquoi? Mais le dessin, ce qui est important de dire, c'est que le dessin, il est fondamentalement présent dans toutes les pratiques. J'avais auparavant, dans une école où j'ai enseigné à Angers, j'avais créé un atelier qui s'appelait le recours au tracé. Et je montrais et démontrais par des exemples multiples que les philosophes dessinaient, enfin certains, les écrivains avaient dessiné, naturellement les architectes, les danseurs, les sculpteurs, les peintres, les gens qui font des installations, des performances. Il suffit de regarder toutes les œuvres majeures qui ont existé depuis le XXe siècle et on s'aperçoit, quand on cherche bien, la pensée qui se cherche, elle a tout le temps recours à un moment à le désir de laisser en dépôt dans une mémoire extrêmement rapide et simple, furtif, le témoignage de quelque chose qui est en train de s'élaborer. Et ça, c'est une chose qui me semble extrêmement importante, de dire que le dessin n'est pas quelque chose qui serait en dehors des cours. Ça m'arrive aussi d'avoir des étudiants qui me disent, vous savez, moi, monsieur, le dessin, ça ne m'intéresse pas, je fais de la peinture. Alors là, je leur dis, mais comment on peut séparer les choses comme ça? Et le travail que nous avons à faire, avec Gillian Gelzer et moi-même, puisqu'on travaille souvent sur des projets communs,
on est sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire de penser le dessin comme étant une des étapes de la structuration d'une recherche. Alors, moi, j'étais assez étonné, finalement, en ouvrant votre catalogue de la Biennale du dessin, que vous avez proposé avec Gillian Gezer à l'école au directeur de l'ENSBA. Donc c'est votre initiative. La première image que l'on voit, c'est une photographie de Gillian que je montre ici. Donc c'est a priori tout sauf du dessin, ce sont des traits d'avion, ce sont des traces. C'est quoi le dessin en 2 mots, très rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de la conférence, mais ça nous permettra de comprendre comment vous l'enseignez après. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est de ne pas définir. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est le dessin? Le dessin, il est présent, comme je disais à l'instant, dans énormément de recherches. Mais également aussi, il est présent dans la nature. Il suffit de regarder autour de soi et par exemple, moi ça m'arrive d'avoir des jeunes gens qui se présentent dans mon atelier en disant, vous savez, moi je fais de la vidéo, je fais de la photo, j'ai jamais dessiné. Mais je dis, au contraire, c'est très intéressant, avec le médium qui est le vôtre, nous allons essayer de réfléchir ensemble sur ce qui pourrait être une formulation différente, inventée. Le propre de l'art, c'est d'inventer un langage. L'idée que ce langage, ce serait le dessin qui s'enseignerait semblablement pour tout le monde, ce serait une erreur énorme. Cette chose, elle a été extrêmement efficace et valable à l'époque de ce qu'on a appelé l'académie, qui a créé des choses absolument géniales. Mais en même temps, il fallait que tout le monde possède le même degré de sophistication de cet instrument. Dans la modernité, dans l'art contemporain, mais je pense d'abord dans la modernité, le dessin, c'est quelque chose que chaque individu invente. C'est un langage, c'est un savoir en acte. Souvent, c'est un terme que j'utilise. Alors, ça, c'est votre méthode d'enseignement et c'est la manière dont vous abordez, vous, dans vos cours, le dessin. Combien d'étudiants déjà vous avez à peu près pour vous? Alors moi, j'ai deux comme Gillian Gezer, qui est d'ailleurs ici présent, j'ai 2 groupes de 23 étudiants toutes les semaines, pendant une demi-journée. D'accord. Enseignement, je rappelle, obligatoire pour les 2 premières années, donc voilà, pour tous les étudiants. Il n'y a pas que le dessin d'imagination, d'invention, ce que vous semblez dire, que l'on enseigne aux Beaux-Arts. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on continue à travailler sur le modèle, sur les antiques? Absolument. On travaille sur le modèle. À l'école un étudiant. Pardon. Il y a peut-être, préciser simplement, il y a plusieurs cours que l'on peut choisir. Il y a 5 enseignements de dessin. À l'école des Beaux-Arts, un étudiant a le choix entre 5 cours différents. Il y a 2 cours qui sont, qui ont pour but d'enseigner la morphologie. 2 cours qui s'appellent Visite décidée, qui sont des cours qui se passent en dehors de l'école, dans des lieux comme les lieux de répétition de danse, des musées. Les étudiants vont travailler sur place avec des carnets, donc avec un matériel extrêmement simple et mobile. Et puis, il y a toujours aussi des cours de modèles vivants qui se font, qui sont d'ailleurs très suivis par les étudiants. Ensuite, Gillian Gezer et moi-même, on est plutôt sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on travaille à partir du projet personnel de chacun. Et ce projet personnel, il impose un travail qui est spécifique pour chaque individu. C'est-à-dire que c'est un enseignement qui se fait par des... D'abord, c'est dans une salle dans laquelle on pratique le dessin et en même temps, les entretiens sont individuels. Ces entretiens consistent à essayer de comprendre d'où l'étudiant part et on essaye de l'emmener vers ce qu'il est lui-même. C'est-à-dire que pour chacun, c'est différent. Alors, on a une aide formidable dans cet enseignement, dans cette méthode de travail. C'est le fait que, en tant qu'enseignant, moi, je refuse d'être un modèle. Je ne sais plus qui est-ce qui disait « Rien ne pousse au pied des grands arbres ». Je ne me prétends pas être un grand arbre, mais j'aime beaucoup cette formulation-là. Parce que j'ai vu il y a quelques années, je ne dirais pas les noms, mais surtout dans les écoles où il y a des ateliers avec des noms d'artistes renommés, les étudiants, ils faisaient littéralement ce que faisait le maître. Alors ça, pour moi, c'est l'échec même Ce que vous avez fait, vous-même étant étudiant, vous m'avez dit en préparant cette conférence, j'ai dessiné pendant des heures et des heures d'après modèle, et si je devais croquer ici la salle très rapidement, je serais capable de le faire. Quel est l'intérêt? Ne me mettez pas au défi. Non, moi j'ai eu un enseignement traditionnel à défaut d'en avoir un autre. Je suis rentré en 1967 aux Beaux-Arts.
1967, c'était une période, pendant quelques mois, on a eu un enseignement normal. Flottant. Et après, on a eu le super enseignement. C'est-à-dire, durant mai 68, moi, j'ai vu arriver Roberto Matta, Malaval, Max Ernst, ces gens qui venaient parler. Et je me suis rendu compte, en premier, c'est que les artistes, ce n'étaient pas seulement des gens qui faisaient des choses que je connaissais, c'est avant tout des gens qui pensaient. Justement, en 68, on dit souvent, on prétend souvent qu'on a arrêté d'enseigner le dessin. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là? Je me souviens, s'il y a eu peu finalement d'événements, il y a quand même eu le professeur de morphologie dont j'ai oublié le nom de l'époque qui a été blessé. Les étudiants ont pendu un squelette dans la cour, c'était assez symbolique. C'est peut-être vous d'ailleurs qui l'avez pendu. Non, je ne me souviens pas de ça. Non, je me souviens de bien pire. Qu'est-ce qui s'est cassé en 68 ou qu'est-ce qui s'est créé plutôt en 68? Ce qui s'est créé, surtout c'est ça qu'il faut voir, parce qu'on dit toujours ah ben oui avant ce discours absolument insupportable en disant à propos de l'esprit 68 art, quand j'entends ça, moi ça me révolte. C'est des gens qui n'ont pas connu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé a été extrêmement fertile et après 68, c'est un des amis de Malraux, qui était lui-même artiste, j'ai oublié son nom, c'est Alexandre Bonnier, qui a répondu à une question d'André Malraux, dire qu'est-ce qu'on peut faire en France pour changer l'enseignement dans les écoles des beaux-arts. Et Alexandre Bonnier a dit nommer des artistes qui ont une œuvre vivante dans l'instant. C'est comme ça que sont arrivés Deleuze, Viala, Kermarek, tous ces gens qui ont créé cette génération de jeunes artistes qui ensuite se sont libérés de cette tutelle. Mais c'est surtout ça qui a été important. Donc ça veut dire que ça n'a pas été une rupture. Parce que si vous regardez l'enseignement et si vous regardez le travail de ces artistes, certes, c'est vrai que Support Surface a prôné une peinture qui consistait à réfléchir sur les constituants physiques de la peinture, mais Kermarek, par exemple. Kermarek a un dessin absolument extraordinaire. Et dans son enseignement, dans les étudiants qui ont fréquenté son atelier, mais pas seulement, c'est-à-dire dans toutes les écoles en France, il y a toujours eu des gens qui ont continué de pratiquer le dessin, mais en inventant leur propre langage, encouragés par les artistes qui enseignent. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans les écoles d'art, on n'est pas des professeurs, on est avant tout des artistes. Et on enseigne, c'est pas qu'on enseigne, on communique quelque chose, non pas par l'exemple, mais par le témoignage de quelque chose qui est un parcours que soi-même on a fait. Mais ce parcours, c'est surtout pas ce qu'on enseigne. Vous me disiez d'ailleurs, et vous le disiez tout à l'heure, passer d'étudiant à étudiant par rapport à leur projet, peu importe le médium ou l'outil. Vous me disiez, j'ai même plutôt l'impression de leur formuler ou de leur donner des ordonnances. C'est une chose que j'ai inventée. C'est-à-dire que les entretiens se font en donnant énormément de références verbales. Et puis à la fin, je prends un papier et puis je dresse j'appelle une sorte d'ordonnance. C'est comme si je donnais un conseil médical. Je soigne le travail par le recours qu'ils ont l'obligation de faire, aller visiter un certain nombre d'ouvrages que je leur indique, de textes à lire à la médiathèque. Alors ils ont une liste de 10-15 ouvrages à aller consulter, ce qui permet une chose très intéressante, c'est que l'étudiant puisse comprendre qu'il est à l'intérieur d'un monde qui le précède. Parce que beaucoup de gens pensent que la création, c'est quelque chose qui vient de soi. C'est-à-dire il suffirait de se plonger en soi-même pour être un créateur. C'est pas ça ? Je ne crois absolument pas à ça. Je crois que le monde est infini. Ce qui compte, c'est faire rentrer le monde en soi pour devenir quelqu'un qui aura éventuellement quelque chose à dire ou à refléter. Claire Tabouret, l'enseignement que vient de nous présenter, la manière d'enseigner que vient de nous présenter Bernard Monino, ce n'est pas véritablement celui que vous avez suivi, vous, durant ces 50 Beaux-Arts de 2001 à 2006. Vous m'avez même dit, quand je suis rentré, un professeur m'a dit, mais on ne dira pas de nom, bien entendu, il est parti à la retraite depuis, vous savez dessiner, mais dans 2 ans, vous ne saurez plus. Est-ce que vous ne savez plus dessiner aujourd'hui ? Si, je pense que je sais encore dessiner, peut-être... Je pense mieux qu'à l'époque en plus. Donc, on peut voir d'ailleurs votre travail sur le stand d'Isabelle Gounod. Oui, voilà. Donc, vous pourrez aller vérifier par vous-même. Mais c'est vrai que je pense que l'école des Beaux-Arts de Paris, elle change à toute vitesse. Donc même par rapport à ce dont vous venez de parler,
moi, ce que j'ai connu en 2001, c'était un peu différent aussi. Par contre, ce qui est pareil, c'est qu'un étudiant qui arrive à l'école en première année, donc la première chose qu'il fait, c'est de choisir un tuteur, enfin un maître d'atelier. Donc moi, j'étais très engagée dans la peinture, donc j'ai été rechercher un maître d'atelier qui était peintre. Et ensuite, il y a une palette de propositions de cours de dessin très variées. Et donc il y avait ce monsieur effectivement qui m'avait dit ça, qui lui, dans mon souvenir, c'était du modèle vivant, mais avec un modèle vivant qui prenait une pause de, j'ai l'impression, toute l'après-midi sans bouger, et avec un tout petit crayon, sans avoir le droit à une gomme, et c'était un crayon particulier, enfin voilà, quelque chose de très très rigide. Moi je me suis plutôt tournée vers des cours de morphologie, où en fait là je me rappelle avoir poussé la porte d'un amphithéâtre et d'avoir été émerveillée déjà par le lieu. C'est un amphithéâtre tout en bois, assez petit, avec des gradins. En bas, il y a comment on appelle ça, l'endroit où... La scène. La scène, voilà. Sur laquelle il y avait 2 ou 3 modèles vivants qui prenaient des poses très rapides, qui pouvaient être d'1 minute jusqu'à 10 minutes. Et tout autour de cette scène, il y a des grands tableaux noirs qui font 2 mètres de haut. Et devant chaque tableau noir, il y a un étudiant avec une craie. Et donc, on avait le temps de la pause pour monter ce corps et puis aussitôt l'effacer, le remonter. Et ça, c'était en continu. Et en fait, ça, je l'ai fait pendant 2 ans et c'était tous les matins en accès libre. Et je pense que ça a durablement marqué mon rapport au dessin. C'est vrai que le dessin, c'est partout. C'est comme un fil qui parcourt tout le reste du travail et qui est là tout le temps. Et du coup, j'aime bien l'idée de me remémorer cette manière dont le dessin était enseigné, parce que justement, il n'y avait pas de début, il n'y avait pas de fin. C'était comme une sorte de truc en continu. Surtout que sur les tableaux noirs, le principe, et c'est ce que vous dites, c'est que vous l'effacez à la fin du cours. Donc, il n'y a même pas de dessin comme finalité dans ces cours-là. Ce qui est assez beau, je trouvais déjà, c'était l'idée de se dire tous ces dessins effacés, c'est comme des strates, des fantômes, enfin de passer après plein de dessins, plein de générations. Et puis aussi, ça rend assez humble et ça remet le dessin, ce que c'est vraiment, je crois que c'est quelque chose dans l'instant présent. Donc là, on y était complètement, vu que voilà. Et ça vous a, inspiré, puisque vous continuez à dessiner, c'est ce que vous me disiez aujourd'hui, quasiment chaque jour, je crois. Hein. Oui, alors en fait, à l'encre, ouais. Mais ouais. Le dessin, on l'a vu, c'est pas forcément un crayon de papier, une gomme et un papier, ça peut être un trait, il y a une certaine économie de moyens. Vous continuez finalement ce travail, sans modèle, mais vous continuez. Mais en fait, j'ai gardé un peu ce rythme, parce que donc en parallèle de faire ces cours de morphologie, les 2 premières années, j'ai aussi suivi des cours de modelage qui étaient sur le même principe, où en fait, on avait là pour le coup 1 semaine avec un modèle qui prenait une pose debout. On montait en terre, en modelage, ce corps et on le détruisait à la fin de la semaine. Donc il y avait aussi cette idée de rythme comme ça, cyclique. Et donc du coup, depuis 2 ans, moi j'ai une pratique de dessin qui est un autoportrait par jour. En arrivant à l'atelier, c'est devenu un rituel d'atelier. Donc il y a quand même un modèle, puisque je suis face à un miroir et c'est vraiment le face-à-face qui déclenche le dessin. Mais voilà, il y a cette idée qu'il y a pas de début, pas de fin, et que l'idée c'est d'être dans le moment présent, et que si le dessin soit réussi ou raté, il rejoint la pile des autres. Claire, est-ce que l'on apprend le dessin ? Alors ça, on en a parlé un peu ensemble déjà à l'atelier. C'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose quand même un peu d'inné, il y a certaines personnes qui ont une facilité pour le dessin. Après, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui accélèrent l'apprentissage. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la plupart de l'apprentissage se fait quand même seul, en dessinant. Mais il y a des petites phrases magiques qui vont faire qu'on progresse beaucoup plus vite. Voilà, je sais pas. Tous les 3, vous m'avez finalement, quand je vous ai vu, jamais parlé de virtuosité. Vous m'avez dit qu'il pouvait y avoir de la virtuosité, mais que le dessin, finalement, on apprenait la première année, on apprenait la deuxième. Et puis, je ne sais plus qui m'a dit, mais 20 ans après, 30 ans après, on continue à travailler. C'est le cas. Est-ce qu'on apprend, Didier Rittner, est-ce qu'en sortant des Beaux-Arts ou de l'école, hein, comme c'est votre cas, vous saviez dessiner, puis que vous n'avez pas, entre guillemets, progressé depuis, ou est-ce que vous avez fait évoluer votre pratique ? Comment vous le ressentez-vous ? J'espère qu'elle a évolué. C'est un processus. Moi, je ne l'ai pas perçu comme arriver à un acquis qu'on applique ou de cette manière-là. Donc, je rejoins Bernard sur peut-être aussi une manière dont une école peut placer le dessin dans le cursus des étudiants. Et la première chose qu'un étudiant fait, il va engager un projet de recherche.
sans forcément définir ce projet de recherche. Est-ce que le dessin, déjà, peut-être, contrairement aux Beaux-Arts, ou de la même manière, est une formation, un apprentissage obligatoire à Genève? Alors, il y a beaucoup de cours possibles de dessin, mais les cours sont toujours à choix. Donc, un étudiant peut ne pas prendre de dessin durant toute sa scolarité? Il pourrait, en faisant de grands efforts de circulation, voilà. Mais ce serait déjà peut-être une forme de réflexion assez soutenue. Donc je pense qu'ils y passent, mais on pourra dire pratiquement tous d'une manière ou d'une autre. Vous m'avez dit quelque chose qui m'a assez marqué. Vous m'avez dit, mais quand les étudiants généralement arrivent, ils n'ont pas forcément de projet. Et là, ça rejoint ce que Bernard nous disait, c'est-à-dire qu'il va falloir les aider à accoucher de ce projet. Vous êtes là pour ça. Mais au contraire, ils arrivent avec l'envie, et c'était un peu, je crois, votre point de départ, avec l'envie ou l'idée de dessiner de manière académique. C'est vrai, ça? C'est-à-dire qu'un étudiant qui arrive aujourd'hui n'est pas forcément au courant de ce que l'on peut voir au salon du dessin aujourd'hui, et arrive avec un dessin ingresque en tête. C'est ça, le musée Fabre, hein, je crois, que vous fréquentiez? Non, je pense qu'ils arrivent de différents horizons. Donc certains ont déjà une connaissance de l'art général, certains même plus précise, et d'autres arrivent tout frais du lycée sur un suivi qu'ils ont eu, et ça dépend aussi des enseignants qu'ils ont eu avant. D'autres ont fait des écoles préparatoires, donc ils ont déjà un peu une pratique qui s'est mise en place. Donc ils arrivent avec des parcours très différents. Ce qui a peut-être changé depuis quelques années, c'est par le système bachelor, master, ça peut être amené à ce qu'il y ait moins de gens qui proviennent de parcours particuliers ou plus âgés ou d'autres horizons. Donc voilà, il y a beaucoup plus cette suite logique d'école non-stop. Qu'est-ce que vous dites à un étudiant qui arrive à l'HEAD, pardon, vous lui dites de revenir avec sa trousse, un crayon, un dessin, un carnet. Alors je sais que c'est pas un carnet, c'est un Leporello. C'est ça que vous conseillez? Leporello, voilà. On reviendra après dessus. Parce que justement, vous refusez le carnet. Qu'est-ce que vous leur dites, Didier Rittner? Qu'est-ce que vous leur demandez de faire? C'est quoi le dessin? Je ne demande pas de faire... moi, actuellement, j'ai plus de cours de dessin. Mais quand j'en avais un les premières années, c'était ce qu'on appelait un atelier spécialisé, c'est-à-dire qu'au-delà d'une inscription dans une orientation, une option, il s'inscrivait à différents ateliers qui peuvent être justement du dessin ou de la vidéo. C'était je dirais un reste d'une école en évolution qui était basée sur des techniques à choix. Donc le dessin d'objets, le dessin d'information, le dessin du corps, mais qui s'est progressivement ouvert à des propositions d'intervenants artistes. Pourquoi le Leporello, Bernard Monino? Leporello, c'est un carnet qui se déplie en accordéon, c'est ça, qui peut faire plusieurs dizaines de mètres, donc c'est surtout s'ouvrir, et donc la finalité du dessin. C'est pour des raisons très pratiques. C'est-à-dire que il n'y a pas d'interdiction d'utiliser un carnet relié normalement, hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi une habitude chez les jeunes gens quand ils débutent, c'est-à-dire de considérer le dessin comme un exercice, comme un truc un peu secret dans lequel on met à la fois ce qu'on dessine, ce qu'on a vu, et puis en même temps on met ses rendez-vous, on met ses listes de courses. Alors moi je leur dis toujours, il faut que vous pensiez dès le début que chaque moment de la pensée et du travail doit pouvoir être montré. Et je leur montre un exemple très très fameux qui est le fameux, ça s'appelle Je suis le carnet. C'est un ouvrage qui a été reproduit en facsimilé que Picasso a tenu à l'époque où il a peint les Demoiselles d'Avignon. Et c'est extrêmement intéressant à étudier et à montrer. C'est-à-dire de voir que pour Picasso, lorsqu'il dessine, c'est-à-dire qu'il est en train de réfléchir à un tableau dont il ne connaît pas l'issue. C'est au cours du travail qu'il va petit à petit cheminer vers cette œuvre qui se trouve être en plus un tableau qu'on dit inachevé. Et alors ça, c'est très intéressant parce que dans ce cas-là, le dessin, il devient... j'accorde beaucoup d'importance à ça. Toute chose que l'on pense
elle n'a pas forcément de sens, mais elle peut en avoir lorsque l'on l'a mis en mémoire, qu'on l'a nommé par un dessin ou annoté par un texte, et de voir avec le temps, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, et bien plus après s'il faut, de voir que dans la répétition, il y a quelque chose qui se dit à notre insu. Et c'est cette chose-là qui est importante. C'est-à-dire qu'on est en train de faire quelque chose, mais une autre chose est en train de se produire sans qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est une chose dont je me suis rendu compte, moi, dans ma pratique du dessin, où vous disiez tout à l'heure, mais est-ce qu'en dessinant tous les jours, moi je suis comme tous les artistes, je dessine tous les jours, bon. Mais je n'ai pas l'impression de progresser. Parce que le travail qui se fait dans le cours du temps, c'est qu'on comprend au bout d'un moment, ce qu'il faut, c'est désapprendre. Et désapprendre, c'est-à-dire se mettre dans une situation où on fait une expérience de pensée, où on est dépossédé de son savoir. Alors c'est l'inverse de ce thème de ce soir, c'est-à-dire l'enseignement du dessin. Alors moi, j'enseigne quelque chose qui consiste à aborder à un moment cette question qui est forcément, on va devoir se confronter à quelque chose qui n'est pas su, qu'on ne peut pas savoir. On va l'expérimenter, on va peut-être le découvrir, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir par un savoir. Alors, Picasso, que vous citez, est l'exemple parfait de l'artiste qui a suivi un enseignement académique, un virtuose du dessin, et qui a amené à toute la déconstruction que l'on sait. N'y a-t-il pas finalement un problème pour les étudiants actuels à pouvoir éviter, je ne dis pas à ne pas l'avoir, parce qu'on a vu qu'on pouvait le choisir, mais pouvoir éviter cet enseignement pour venir sur un enseignement inventif, un apprentissage. Alors, il y a une phrase que je cite souvent de Picasso, parce que Picasso a dit énormément de choses formidables sur le dessin. Il a dit surtout une chose que je cite souvent. Il dit, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de montrer ce à quoi je pense dans mon dessin, c'est-à-dire une femme nue, une guitare, un compotier ou un taureau. Il disait, ce qui m'intéresse, c'est d'observer comment ma pensée se déplace par rapport à un taureau, une femme nue, une guitare et un compotier. Et ça veut dire que le dessin, c'est quelque chose qui consiste à faire bouger quelque chose dans son cerveau qui est un œil différent de l'œil dont nous nous servons tous les jours. Il y a cette phrase aussi qui est absolument merveilleuse de Goethe qui disait « C'est lorsque je dessine que le reste du temps, je m'aperçois que je suis aveugle ou que je ne vois rien. » On relie souvent d'ailleurs l'esprit au dessin. On parle même d'un triangle, œil, esprit, main. Didier, qu'est-ce que vous leur dites aux étudiants? Vous me disiez, la dernière fois, c'est le plus petit dénominateur commun. Vous avez parlé de pensée. Claire, vous m'avez dit la dernière fois réfléchir par le dessin. Oui, c'est un moyen d'être le plus direct possible, proche de la pensée. Justement, que ça soit par du trait, ou que ce soit par l'écriture. L'écriture est aussi une manière de dessiner. Écriture que vous tenez dans vos carnets de dessin, qui sont, j'allais dire étonnamment, mais non, mais aussi écrits, rédigés que dessinés. C'est-à-dire que moi je pense que l'écriture c'est une extension du dessin, du langage primitif. C'est-à-dire qu'on a l'écriture c'est un code, le dessin c'est des signes. Et moi je sais que j'aime bien l'idée d'avoir recours à tout ce qui est possible. C'est-à-dire l'idée de recours. Ça c'est aussi une chose intéressante. C'est-à-dire le recours, c'est-à-dire qu'on prend tout ce que l'on a et tout ce qui nous passe sous la main ou que parfois on a sous les yeux et qu'on ne voit pas. Et c'est au moment où on commence à prendre un instrument pour noter ce qui se passe, et des fois apparemment il ne se passe rien, mais à tout moment il se passe quelque chose. C'est simplement parce qu'on ne voit pas ce qui est en train de se passer, quoi. Et donc, le dessin, par moment, il est simplement dans le fait de nommer une succession de choses qui nous reviennent dans l'esprit. Moi, je dresse souvent des listes de choses pour me remémorer les choses dont je n'arrive pas à me défaire et qui reviennent. Et je me dis, bon, finalement, c'est quand même là-dessus qu'il va falloir quand même continuer de travailler jusqu'à ce qu'une nouvelle chose surgisse. Mais effectivement, dans mes carnets, il y a beaucoup de textes. Mais c'est des textes qui sont toujours en relation
avec mon travail ou avec l'idée que je suis en crise ou en panne dans mon travail. Claire, vous tenez vous-même des carnets de dessin parallèlement à votre travail d'autoportrait chaque jour à l'encre? Moi, je n'ai pas des carnets, non. C'est plein de feuilles de papier qui traînent par terre dans l'atelier. Mais c'est vrai que c'est une manière de prendre des notes, de se rappeler quand on a des idées. Moi, j'écris pas du tout, j'ai pas du tout de pratique d'écriture parce que les mots, ils me rappellent pas forcément ce à quoi je pensais. Et donc voilà, de faire des petits croquis, c'est une manière de se rappeler d'un projet de tableau, d'une envie, d'une composition. Ou sinon, récemment, je sais que j'ai aussi travaillé sur un projet de sculpture. Et là, c'était la première fois que je travaillais avec quelqu'un, un assistant technique, alors qu'habituellement, je suis plutôt seule dans l'atelier. Et donc là, se posait le problème de la communication, d'arriver à formuler le projet. Et donc, entre lui et moi, ça passait uniquement par dessin. On poussait quelques grognements, mais sinon, on se faisait passer des feuilles. Voilà. Et on se comprenait très bien. Parce que vous avez même parlé, lorsqu'on s'est vu, vous m'avez parlé du modelage, qui pour vous était également une manière de dessiner. En tout cas, vous ne l'avez pas dit comme tel, mais vous l'avez rapproché. De comprendre comment les choses s'emboîtent et se construisent et tiennent debout. Et donc j'ai l'impression que ça a formé mon regard. Ça, c'est un reste des cours de morphologie, parce que c'est comme ça qu'on apprend le corps, finalement. On apprend la construction du corps, non? C'est ça? C'est le reste de vos cours de morphologie, ça? Oui, mais en fait, les cours de morphologie, les cours de modelage, comme les cours de modelage que je prenais, c'était aussi d'après modèle vivant. C'était assez proche, à mon avis. Et c'est vrai que dans dessiner le corps, dessiner d'après modèle vivant, je trouvais ça passionnant parce qu'il y a à peu près tout. Il y a du mou, il y a du dur, il y a du lisse. Enfin, voilà. Alors, le dessin a longtemps été un moyen pour une finalité qui était la peinture, la sculpture. Aujourd'hui, on voit que c'est une finalité et c'est une œuvre en soi. Hein. Depuis quelques années, ça fait longtemps, mais depuis quelques années, ça a pris une ampleur peut-être sans précédent. Est-ce que on vous l'a dit ça aux Beaux-Arts de Paris ou ailleurs, qu'on pouvait finalement être dessinateur ou qu'on pouvait avoir une œuvre finie par le dessin? C'est surtout que je crois qu'autour de moi, je voyais d'autres étudiants que je considérais complètement comme des artistes et qui avaient une pratique de dessin qui n'était pas forcément un travail préparatoire pour devenir de la peinture. C'est-à-dire que la finalité, c'était le dessin. Donc là, voilà, je sais qu'à l'atelier, on a parlé de Jérôme Zonder, qui est un exemple. Donc c'est quelque chose qui m'a semblé assez évident. Je ne crois pas qu'on ait eu besoin de me le dire. C'est ce que vous leur dites, Didier Rittner? Vous leur dites que le dessin, finalement, est une œuvre en soi? Il peut le devenir, il peut l'être. Je pense que chaque étudiant, quand il engage un cursus, quand il engage un projet, un processus, de toute façon c'est un chemin, un long chemin, ils vont passer pour une grande partie par des moments de dessin, peut-être par autre chose, et certains vont progressivement justement arriver à pouvoir formuler leurs idées, à pouvoir présenter une forme qui pourrait être celle du dessin au final. Mais souvent, ce qui est normal, ils ne savent pas exactement où ils vont aller, et ça, progressivement, année après année, ils vont commencer à s'orienter sur un médium dont le dessin peut être. Il est mis au même niveau, cette finalité, entre guillemets, hein, d'une présentation peut être mise au même niveau que n'importe quel autre médium. Est-ce que ça pourra devenir un atelier au milieu des autres, avec un maître d'atelier aux Beaux-Arts, le dessin, c'est-à-dire avoir un Jérôme Zonder? Vous avez déjà des grands dessinateurs aux Beaux-Arts, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, écoutez, justement, avec Gillian Gelzer, dommage que mon directeur ne soit pas là, parce qu'on lui avait proposé, en même temps que le projet de la Biennale, de créer un atelier spécifique de pratique de dessin. Avec Gillian, nous avons travaillé pendant un bon moment pour rédiger ce que serait idéalement cet atelier, et je pense que ça se fera un jour. Mais par rapport à votre question, je voulais ajouter quelque chose, c'est-à-dire que moi, il y a une chose qui m'intéresse, et je crois qu'avec Gillian, on est sur la même longueur d'onde aussi dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on pense le dessin dans son caractère expérimental. Il y a un terme d'ailleurs que je trouve assez juste, c'est Richard Comte qui avait à l'occasion d'un colloque qu'il avait intitulé « Le dessin hors papier ». Alors ça, le dessin hors papier, ce qui est très intéressant, c'est qu'il témoigne complètement de la
de l'évolution actuelle du dessin qui quitte les deux dimensions du papier, qui peut être aussi autre chose qu'une trace, c'est-à-dire devenir un phénomène, par exemple la lumière, l'ombre, les ondes. Et on s'aperçoit que à travers derrière cette définition du dessin s'ouvre un monde de recherche absolument passionnante. Et d'ailleurs, moi, je montre souvent quelque chose qui pour moi, il me semble très important, lorsque Marcel Duchamp au moment où il préparait le grand verre, le premier geste qu'il a fait, vous savez, c'était prendre un fil d'une longueur de 1 mètre et le faire tomber par terre. Le maître étalon, voilà. Alors ça, c'est un acte fondateur pour moi du dessin, parce que dans ce geste extrêmement simple, il y a l'idée de quelque chose qui va totalement changer tout, c'est-à-dire l'introduction du hasard. Et derrière ce hasard, derrière cette idée que ce dessin, c'est simplement qu'un profil qu'il a ensuite fixé en découpant 3 ou 4, je sais plus, il y en a 3 règles de bois. Et là, on a un instrument qui est une sorte de règle nouvelle, qui est la découpe d'une forme qui est celle de la démesure. On passe de la mesure du mètre à quelque chose, au mètre étalon, qui est une démesure. Alors, ce n'est pas l'objet lui-même, c'est sa portée sur ce qu'il ouvre comme possible. Et moi, ce qui m'intéresse dans le dessin, et dans beaucoup d'œuvres dessinées, c'est de voir dans les œuvres de nos prédécesseurs les possibles qu'ils ont ouverts, mais qu'ils n'ont pas forcément parcourus. Et c'est pour ça que toute œuvre, elle est intéressante. Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça. Toute œuvre est un événement, mais en même temps, elle est un avènement. Et les œuvres importantes, ce sont celles qui sont un avènement, qui amènent derrière elles des directions nouvelles. Et le dessin, d'une manière générale, certes, il y a énormément de travaux absolument excellents qui sont sur les matériaux traditionnels. Mais il y a aussi tout cet aspect prospectif qui est absolument passionnant. D'ailleurs, vous me disiez, le dessin n'est pas une affaire de savoir. Je pense, Didier, que vous partagerez ça. Cette idée n'est pas une affaire de savoir, c'est une affaire de désir, Bernard Monino, ce que vous me disiez. C'est-à-dire qu'il faut aller inventer soi-même sa propre technique. Je vous posais la question, Didier, de savoir par exemple si demain on ne risque pas de perdre un certain savoir-faire académique. Vous me dites, c'est pas grave, on saura toujours le retrouver, c'est pas un problème, on saura faire d'autres choses. Oui, si besoin est de retrouver un académisme, l'humain est tout à fait capable de le faire à tout moment. Donc je crois de nouveau, c'est vraiment on prend un point de départ et on part sur un chemin et on ne sait pas, il n'y a pas d'aboutissement. Je pense que si on arrive à une fin, c'est le jour où on arrête de pratiquer. Donc, et c'est justement par cette pratique régulière, par ce travail, qu'on va intégrer, qu'on va pouvoir observer, analyser, d'être toujours en lien avec la pensée et de pouvoir mettre des nouvelles, ouvrir des mondes, ouvrir des portes, ouvrir des passages. On continue. Et en même temps, ça va bien avec l'époque, parce que vous me disiez, le mot le plus à la mode en ce moment dans les écoles, c'est mon univers. Oui. Mon univers, c'est-à-dire mon monde intérieur, c'est mon univers. Expliquez-moi ça. Oui, non, c'était sur l'ordre un peu de l'humour. Oui, c'est un mot qu'on entend souvent quand on a beaucoup de peine à définir ce que l'on fait. Donc c'est une manière de se protéger. Donc je pense que aussi en tant qu'enseignant, c'est de pousser et d'aider les étudiants à progressivement, parce que c'est pas une chose qui se fait en une seule fois, à mettre des mots, à raconter des images, les images qu'ils font, et pouvoir avancer progressivement dans cette alternance entre le faire, le visuel et la pensée. Vous voulez réagir, Bernard Monino? Je voulais réagir parce que d'un seul coup me revient une chose vous pouvez le constater d'ailleurs. Les gens qui disent qu'il y a perte de savoir de dessin, en général, c'est les gens les plus réactionnaires qui ont ce discours-là. Et on se sert de ça, en général, pour faire une attaque générale contre la création et l'art contemporain, en disant mais les artistes contemporains, ils ne savent plus dessiner. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Et c'est là où se fait la démarcation entre les gens qui sont capables de comprendre que chaque époque doit inventer ses propres formes, c'est donner
donner forme à ce qu'il y a de spécifique à notre temps. Le discours qui consiste à dire les savoirs sont perdus, tout être, quand il commence à travailler et qu'il se dit, ben, tiens, j'ai besoin de représenter quelque chose. À partir du moment où cette chose est une nécessité, le savoir, il va revenir de lui-même. Ça ne se perdra jamais, le savoir. Dessiner comme Ingres, certes, c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais quelqu'un qui voudrait s'y coller, il y arrive. C'est une question de volonté et de désir. Mais par contre, est-ce que c'est intéressant, ça? C'est certes extrêmement apprécié parce que c'est considéré, les tours de force sont toujours considérés comme les moments majeurs. Mais c'est pas ça la création. La création, c'est s'avancer dans quelque chose qui est inconnu. Et c'est complètement différent que le savoir dessiner. Claire Tabouret, vous passez votre moyen d'expression est la figuration. On vous a déjà dit, vous ne savez pas dessiner. Dans votre atelier, je me souviens, notamment, on a parlé des pieds et des mains qui sont très souvent les plus difficiles un peu à représenter. On vous a déjà dit ce genre de... En tout cas, il y a la petite anecdote qu'on a racontée au début, avec cet accueil un peu glacial du premier prof que j'ai été voir aux Beaux-Arts. Et c'est ça aussi qui a fait que j'ai fui directement l'atelier, parce que je me suis dit, quelqu'un qui dit ça, tu sauras plus dessiner, déjà, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Savoir dessiner, d'après lui, c'était forcément... Enfin, j'ai considéré comme quelque chose de réactionnaire. Donc je me suis dit, c'est pas là où je trouverais quelque chose d'intéressant. Donc après ça, non, j'ai pas le souvenir d'avoir entendu « tu sais pas bien dessiner ». Après, ce que je recherche, moi, dans les personnages que je représente, par exemple en ce moment, il y a beaucoup de figures humaines. Quand je les dessine, c'est avant tout une incarnation des corps, enfin une présence, quelque chose qui a à voir avec l'âme. Et donc si les mains, et des fois, je vous disais la dernière fois dans le dernier tableau que j'ai fait, il y a un type qui a un bras plus long que l'autre. Bon, je m'en contrefiche parce qu'il me semble que l'attitude est la bonne. Donc, Ingres lui-même, d'ailleurs, faisait quelques erreurs. Bien sûr, des erreurs. Une anecdote qui est très intéressante, parce que vous dites que vous avez rencontré, la première rencontre a été déceptive. Mais il y en a une qui est très fameuse. Vous savez qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, Jean Dubuffet a été admis à l'école Beaux-Arts de Paris. Jean Dubuffet est resté une matinée dans l'école, une matinée. Et lorsque j'ai passé le concours pour rentrer dans cette école pour être professeur de dessin, j'ai dit, voilà, on m'a demandé, mais qu'est-ce que vous voudriez apporter à l'école? Eh bien voilà, j'aimerais apporter ça, c'est que si un jour il y avait de nouveau un personnage de l'envergure de Dubuffet qui se présente, j'aimerais qu'il puisse rester à l'école parce qu'il a plus à apporter à l'école que nous avons à lui apprendre. En même temps, il y a une forme de provocation que vous racontez. Vous m'avez parlé tous les deux aussi de pousser un peu les étudiants et d'aller jusqu'au point, non pas de rupture, mais au moment où ils pourraient abandonner, leur dire non, c'est là que ça devient intéressant. Comment vous ressentez ça? Un étudiant qui va refuser d'aller plus loin par difficulté, qui ne veut pas relever la difficulté, par exemple, comment vous l'encouragez, comment vous l'accompagnez, comment... On essaye de... déjà, on parle beaucoup, on essaye de prendre du recul, c'est-à-dire de leur demander de mettre les choses peut-être à plat ou au mur, d'essayer de voir ce qu'ils ont fait, déjà du chemin, et d'essayer de comprendre avec eux d'où peut venir cet abandon. C'est fréquent, ça, les étudiants qui... Pour certains, oui, d'autres pas, et des fois, tu te demandes, tiens, aussi, ils sont des fois sur une autoroute, une grande route, quoi qu'elle a l'heure, mais et certains, il faut beaucoup plus être en lien, en connexion, en sensibilité. Donc il y a aussi, je pose toute une part qui ne peut pas être posée comme sur un intitulé, qui est aussi la question de la relation qu'on a avec les étudiants. En même temps, professeur aux Beaux-Arts ou dans une école d'art, de manière générale, c'est aussi provoquer des choses. Racontez-nous par exemple le workshop à Angoulême. C'est-à-dire vous êtes à l'école d'art d'Angoulême, vous êtes arrivé pour un workshop, vous êtes arrivé avec 21 dessins, ou plutôt vous avez demandé à 21 étudiants, c'est ça, de faire chacun un dessin, et après Donc là, c'était 2 jours et demi, donc la temporalité a évidemment aussi une importance sur le projet qu'on peut proposer.
La question qui pouvait se passer là-bas, en discutant aussi avec l'artiste qui m'a invité, c'était de peut-être spécialement pour Angoulême, de se poser la question de sortir de la case d'une certaine manière, même s'ils ne font de loin pas tous de la bande dessinée. Donc je suis parti un peu sur ce principe-là. J'aurais demandé à chacun de prendre un dessin, de le copier en 3 exemplaires, parce que nous avions fait 3 groupes. Copier, photocopie, c'est ça, de photocopie, oui. Donc déjà, on n'est plus avec le dessin, donc on met déjà une distance sur le travail, l'importance du papier, du dessin pour la personne. Donc ça devient déjà plus aussi presque une matière, plus que son propre dessin. Il y a déjà une distance. C'est une accumulation de distance que j'ai proposée, et par groupe, de travailler chacun avec cette même matière de 21 dessins, et d'essayer de faire un projet, quel qu'il soit, avec quand même un objectif qui serait d'essayer de trouver une écriture commune, que ça devienne comme une nouvelle entité collective. De faire œuvre. Qui peut faire œuvre, oui. C'était le processus et le cheminement. Donc si à la fin, ils n'avaient pas forcément fini quelque chose, c'était pas très grave, mais ils ont joué ce jeu. À la fin, ils ont vraiment été très actifs pour finir quelque chose. Ouais. Bernard Bonino, est-ce que vous voyez aujourd'hui au Salon du Dessin les enseignements, vos enseignements à tous les deux tirés? C'est-à-dire, est-ce que vous percevez finalement Non, moi, j'ai jamais visité une expo en pensant à des choses comme ça. Impossible. J'ai, comme beaucoup d'artistes, de mes amis artistes qui sont enseignants dans les écoles d'art, moi à Nantes, où j'ai été pendant 13 ans avant d'être 8 ans en Beaux-Arts à Paris. Énormément d'artistes sont sortis de cette école, ont fait des carrières assez brillantes. Mais moi je dis jamais, je trouve que c'est difficile de dire c'est nos étudiants. Non, ce sont des individus. Nous, on les a rencontrés à un moment. Moi, je me méfie beaucoup de cette idée d'appropriation de mes étudiants. Mais dans la liberté que vous leur soufflez, que vous leur inculquez, quand vous passez, puisque l'enseignement qu'on peut tirer ici sur ce salon, c'est que le dessin peut prendre toutes les formes. Vous m'avez dit par exemple, ça c'était assez intéressant, l'année dernière, avoir fait le tour, je crois que c'était l'an passé, avoir fait le tour avec un papier, un crayon, et vous avez coché, alors est-ce que le dessin c'est du trait, est-ce que c'est fait au crayon, est-ce que c'est une économie de moyens, pour voir que tout le monde partageait finalement. Et là, on s'aperçoit, que le dessin, on l'a vu tout à l'heure avec Gillian Gelzer, ça peut être de la photographie, ça peut être des mines de crayons comme Gudmundsson qui sont mises les unes à côté des autres, et qui font œuvre. Est-ce que ça, vous percevez la liberté? Moi, ce que je perçois plutôt, c'est de voir que le dessin, il cherche une voie nouvelle. Et je pense que ça va être dans l'avenir très, très intéressant de voir comment ça s'est déjà considérablement développé. Il y a des expos entières. Ça a commencé de manière très, très forte par cette exposition qui portait le même titre d'ailleurs que ce salon à New York, au MoMA, Drawing Now. Dans les années 70, c'est ça? Oui. Et puis, il y a eu Online, après, qui fait le bilan de tout le XXe siècle dans les aspects graphiques les plus prospectifs. Et puis, on peut voir des quantités de choses. Alors, le problème, c'est pas seulement la modernité qui nous permet de voir ça, parce que les avancées, comme toujours, dans la création et dans la découverte d'un langage, en fait, elles nous font voir différemment des choses, des fois très, très anciennes. Moi, quand je regarde les Masocchio de Paolo Cello, il a encore quelques siècles d'avance, notre cher Paolo Cello. Et en même temps, c'est parce que le dessin est un peu en dehors de l'histoire de l'art, finalement. Il n'y a pas de courant ou de grande rupture, comme on peut le voir dans la peinture, dans les installations ou autres. Donc j'ai l'impression que c'est un peu intemporel. Vous me parliez la dernière fois, c'est pas le degré zéro. Vous me parliez, c'est le dénominateur commun, finalement. Le dessin d'Uccello d'aujourd'hui. Uccello, j'adore aussi. C'est extraordinaire, quoi, de la manière dont les choses sont faites, sont préglées, sont composées. Et c'est pas le seul, quoi. À cette époque-là, il y a vraiment un nombre d'artistes extraordinaires. Moi, j'aime beaucoup retourner sur cette période-là parce que
parce que je me ressens aussi un petit enfant. Voilà, chaque fois, ça me dynamise énormément. Mais quand je parlais du dénominateur commun, alors c'est quelque chose, il y a ce degré très, très direct, très premier, mais aussi, je parlais pour l'école, comme quelque chose qui traverse les études. Donc le dessin est là, et chaque étudiant va pouvoir, à sa manière, l'utiliser, l'appréhender, s'en servir, et souvent, effectivement, sous des formes très diverses, que même eux, pour certains qui se sont tirés très très loin, ne vont peut-être pas chercher à nommer, mais finalement se retrouvent aussi à le pratiquer. À l'inverse, sentez-vous les effets des salons du dessin, par exemple, des prix, des revues spécialisées sur les étudiants? C'est-à-dire, est-ce que vous avez de plus en plus de demandes dans les écoles d'art d'étudiants qui veulent apprendre le dessin, comme on le fait sur le salon du dessin, par exemple? J'aimerais bien. Non, c'est plus difficile qu'on pense, parce que moi, je trouve qu'on parle jamais de ça. C'est que même nous, moi, quand je parle et on est autour de cette table, on parle d'une manière un peu enthousiaste des choses. En fait, l'enseignement, il est très très dur, il est très difficile, parce qu'on se heurte à quelque chose qui est quelque chose que ressent tout artiste tout au long de son travail, hein. C'est-à-dire que jamais les choses ne vont d'elles-mêmes, quoi. C'est absolument terrible. Et les étudiants, ils arrivent plein d'énergie comme ça, et en l'espace de 6 mois, boum, ils se rendent compte que ce désir, ce plaisir, il se transforme en quelque chose sur lequel il va falloir travailler. Et ça, le passage du plaisir qui va être différé à un autre moment, c'est-à-dire des fois on peut dire se faire chier, s'il faut employer un mot vulgaire, pour atteindre quelque chose, mais qu'on va peut-être mettre un temps fou à faire. Et ça, il y a énormément de gens qui décrochent, quoi, ou qui se désespèrent. Et c'est ça la chose la plus difficile à affronter dans la pédagogie. C'est la chose la plus difficile. Claire, vu d'extérieur, il me semble que c'est la condition même d'artiste, ça, finalement, d'affronter la difficulté et de se battre. Ça arrive au bout de 6 mois, visiblement, mais vous la connaissez toujours, j'imagine. Justement, tout à l'heure, quand tu me demandais est-ce que le dessin peut s'apprendre, oui, je disais, il y a des choses qui peuvent aider, il y a des phrases qui sont des accélérateurs, des sortes de phrases révélations. Mais là, je me dis, c'est peut-être la limite de l'enseignement. Ce qu'on vient de dire là, c'est ce moment où on se dit, en fait, ça va être long et puis je vais être seule. Et ça, c'est la vraie situation. Donc, il y a des gens, voilà, ils s'y confrontent en 6 mois. Il y a des gens, ils s'en rendent compte peut-être quand ils sortent de l'école. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui ne s'apprend pas, quoi. Donc, ça fait le tri ensuite. C'est assez mystérieux. Moi, je ne saurais pas dire, mais... Voilà. Alors, belle transition pour le mot de la fin que je vais vous demander, Claire. Vous m'avez parlé, vous dites... le travail d'artiste, finalement, on se sent seul. Et vous m'avez parlé, pourtant, en parlant du salon du dessin, avoir l'impression d'appartenir à une famille. Ce que l'on ne ressent peut-être pas, ce que vous ne le ressentez peut-être pas sur d'autres salons plus généraux, comme la FIAC à Paris, qui mélangent les genres. Et c'est vrai qu'en en parlant ensemble, on s'est rendu compte que c'est assez particulier d'avoir un salon qui regroupe autour d'un médium. Et on s'est dit, tiens, actuellement, il n'y a pas de salon de peinture crédible et valable. Et puis, en y pensant 3 secondes, on s'est dit, oui, mais en fait, ça ne marcherait pas et ça serait sûrement pas très bon. Parce qu'en fait, la spécificité de ce salon, c'est vraiment qu'il y a avant tout des artistes, en fait, au-delà des cases, au-delà de savoir s'ils sont peintres, vidéastes ou que sais-je. Et c'est ça qui fait que je pense qu'il peut être de qualité, même s'il y a ce filtre de médium. Parce que c'est pas le truc premier, enfin je sais pas comment dire. Et en tout cas, moi c'est vrai que je m'y sens très bien et que c'est un moment que j'aime beaucoup, quoi. Chaque année retrouver, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont à voir avec la main, avec l'économie de moyens. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Oui, parce que quand vous avez fait la liste l'an passé pour voir quel était le plus petit dénominateur commun du dessin, finalement, ce serait difficile. C'était quoi le dernier mot? Alors, c'est quoi le dessin pour vous? Vous m'avez dit ça passe par la main. En tout cas, c'est peut-être ce qui regroupe le plus d'œuvres qu'on peut voir ici, mais il y a quand même quelques exceptions, puisqu'il y a quelques trucs qui passent pas par le fait main. Mais le numérique. Voilà, oui, qui n'est pas énormément représenté, mais qui est quand même représenté ici. Donc, en fait, c'est très très difficile de définir en se promenant dans les allées. Je ne sais pas si vous avez une idée.
Qu'est-ce qui fait que les œuvres qui sont ici sont du dessin ou pas? Je crois, Didier Rittner. je crois que c'est pas, pour moi, c'est pas très important. Justement, le dessin, c'est un continuel renouvellement. Il y aura toujours des moyens qu'on pourra mettre, dire que c'est un dessin. Est-ce que c'est le trait, en même temps la surface peut l'être aussi, le papier, en même temps ça peut être l'espace, la gouache qui pourrait être de la peinture. Donc je ne sais pas si c'est un espace peut-être d'une certaine forme d'espace de liberté. Après, je pense aussi que dans un salon comme celui-ci, évidemment, c'est concentré sur le dessin. Il y a aussi des choses qu'on pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment un dessin? Et puis, il y a énormément d'artistes qui ne font pas que ce que nous voyons ici. Donc, ce ne sont pas que des monomaniaques du dessin. Mais... Bernard, vous avez l'impression d'appartenir à une famille? Moi, j'ai toujours eu... Alors, c'est marrant votre question parce que je crois que le geste transgressif le plus important, c'est de s'éloigner de sa famille. Et moi, pour la famille d'esprit, elle serait liée à quelque chose qui parcourt. Enfin, moi, c'est ce que j'aime dans l'art. C'est ce qui a d'ailleurs fait que je pense que c'est quelque chose d'absolument infini. C'est-à-dire que en permanence, on est dans un monde, dans un territoire de réflexion qui est infini de possibilités de réflexion et surtout qui parcourt le temps. Parce que moi, je suis amené naturellement, de par mon travail d'enseignant, de parler de ce qui se passe à notre époque. Mais en même temps, quand on regarde, par exemple, j'ai un ami qui a fait un film sur une vallée au Portugal, c'est la vallée de Coa, qui est la plus grande réserve de dessin de la préhistoire à ciel ouvert. Alors on voit un truc, ça a 14 000 ans. C'est absolument extraordinaire et on s'aperçoit ça nous touche comme si c'était fait maintenant. Et ça, c'est extrêmement important. Ce qui veut dire que pour moi, si je devais dire ce que c'est le dessin, pour moi, c'est quelque chose qui est comme un fil que je tiens et qui me maintient d'une certaine façon aussi en contact avec ce qu'il y a de plus riche dans la vie. C'est-à-dire cette ligne, c'est un fil, mais c'est aussi un lien. Et ce lien, il me relie au monde, mais il me relie à moi. Et il y a des moments, des fois je me dis, oh là là, toutes ces œuvres, il y en a trop. Moi j'ai envie de regarder le ciel, et puis je vois une ligne d'avion, et comme Gilguian a fait une photo dans le catalogue, ben, c'est ça aussi le dessin. Et des fois, il passe pas par nos mains, il est dans l'air, il est dans quelque chose qui est... Vous savez, il y a une chose qui est absolument merveilleuse, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle les fils de la Vierge. Je ne veux pas vous faire mon quart d'heure catholique. Les fils de la Vierge, c'est un phénomène qu'on voit à certains moments en été, lorsqu'on se place dans des endroits où on est à l'ombre. Le vent souffle dans les forêts et transporte dans l'espace des résidus qui sont des restes de toiles d'araignée. Et alors, c'est comme des immenses vaisseaux de lignes comme ça qui parcourent sans qu'on les voie. Et une fois, j'en ai vu et j'ai dit, ben, ça, c'est le dessin le plus extraordinaire que j'ai jamais vu. Merci. Je rappelle rapidement votre actualité à tous les trois. Claire, il faut foncer sur le stand de la galerie Isabelle Gounod avant d'aller à Venise dans quelques jours. Ça ouvre quand? Le 12 avril. Didier, il n'y a plus que quelques heures non plus. Là, il faut y aller, hein, c'est au BHV. La prochaine exposition ensuite? Collective à la Villa du Parc à Annemasse. Le titre, le syndrome de Bonnard, une autre grande question. Et Bernard, une exposition sur le dessin justement personnel? Alors, moi j'ai une exposition qui est programmée le 15 mai prochain là, au cabinet d'art graphique de l'École des Beaux-Arts de Paris, qui est une exposition de dessins récents. Il y a un très joli catalogue qu'on est en train de faire et j'ai l'immense honneur d'avoir un texte Jean-Luc Nancy, voilà. Grand spécialiste du dessin aussi. Grand spécialiste du dessin. Une question qui me taraude depuis de longues années. En fait, je ne suis pas née à la bonne période. Quand je suis née, il fallait être
il fallait savoir dessiner de façon académique, il fallait maîtriser le trait, il fallait savoir figurer, ce que je ne savais pas, et donc j'ai raté l'entrée aux Beaux-Arts. Enfin, je n'ai pas pu faire. Je suis devenue plasticienne malgré tout. Je me suis débrouillée seule. Je suis passée par d'autres médias. Est-ce qu'aujourd'hui, vous acceptez des étudiants qui ne savent pas dessiner? Quand je dis ne savent pas dessiner, c'est avec tous les guillemets que vous pouvez bien entendre. Est-ce que vous rencontrez des gens comme ça et qui... Voilà. Écoutez, moi, je dis toujours, quand un étudiant vient et me dit « mais moi, je n'ai jamais dessiné, je ne sais pas dessiner », je dis « mais au contraire, c'est très intéressant. Papa, maman, vous m'avez fait trop tôt. Comment? Je dis papa, maman, vous m'avez fait trop tôt. Non, 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 parce que moi, je pense que je crois que la difficulté, elle est encore dans les esprits de beaucoup de gens en ce moment. C'est-à-dire, on pense que... par exemple, moi, je ne crois pas... Enfin, je ne devrais peut-être pas dire ça parce que je suis né dans une famille d'artistes. Bon. Mais je crois que quand on a envie de faire quelque chose, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est de comprendre, c'est qu'il va falloir se bagarrer pour... et le problème, c'est qu'on est entouré de gens qui... Mais il faut faire comme ça. Les gens qui disent ça, en général, ne savent pas. C'est que, en fait, tout, c'est ce que notre ami disait tout à l'heure, pour moi, tout tient au désir. Le désir, il peut vous faire... Non, mais je suis d'accord, je me suis vengée. Aujourd'hui, j'expose mes dessins. Mais c'était à l'époque une impossibilité totale. Je veux dire, il y avait un mur, voilà. Et je voulais savoir si... Bon, aujourd'hui, non, de toute évidence, ça ne l'est pas. Donc, tant mieux pour vous. Ça me fait penser à l'exemple que vous me donniez l'autre jour d'une étudiante que vous avez actuellement et qui, je crois, oui, elle est exposée à la Biennale du dessin. C'est Marcela Barcelo, c'est ça? Quand elle est arrivée dans le cours, vous lui avez dit « Je ne peux rien vous apprendre ». Non, non, c'est pas ce que je lui ai dit. Elle est arrivée... vous pouvez voir d'ailleurs, ses œuvres sont exposées à la Biennale du dessin. Là. Et alors, ce personnage, d'abord, c'est un personnage absolument... étonnant. D'ailleurs, elle a fait une performance avec une autre artiste hier soir là, qui s'appelle Dobrava Borkala. Et on a vraiment vécu un moment, mais vraiment, moi je m'en souviendrai longtemps, ce qui s'est passé hier. Mais vraiment, ce qu'on appelle un moment de grâce, de voir deux personnes en train de dessiner en direct. Et alors en même temps, il y avait quelque chose qui était complètement involontaire de leur part, c'est que avant même de dessiner, leur corps était déjà des dessins dans l'espace. De par les gestes, elles avaient organisé elles-mêmes, elles avaient choisi des amis musiciens qui ont fait une performance qui a duré quand même 4 heures. 4 heures de dessin, 4 heures de musique. Et alors Marcela, la première fois que je l'ai vue, elle est arrivée, elle m'a montré son travail, elle dit écoutez, moi j'étais tellement stupéfié. Son travail est quelque chose de très particulier parce que ça s'apparente un peu à l'art brut. Et alors, imaginez que vous avez un artiste de l'art brut qui vient dire, mais surtout, je lui ai dit, mais je ne vous donnerai jamais de conseils, j'aurais trop peur d'abîmer ce que vous avez qui est extrêmement rare. Bon. Par contre, je vais vous aider pour éviter de vous faire virer de l'école. Bon. C'est-à-dire, faites le minimum d'aller au cours d'anglais, de faire des trucs possibles. Parce que c'est des gens comme ça, mais on n'a rien à leur apprendre. Mais encore une fois, c'est un peu l'histoire de Dubuffet, vous pouvez apporter quelque chose d'absolument exceptionnel. Parce que ça surgit d'une manière... Il y a des gens qui ont ça, on peut travailler énormément. Ça, moi, je sais que je ne l'aurai jamais, ce cas-là. Madame, vous avez une question également, je crois. Oui, bonjour. En fait, ma question, elle porte sur le terme de dessin contemporain. J'aurais bien aimé avoir votre avis sur cette association des deux mots, dessin et contemporain. Est-ce que contemporain, ça signifie uniquement actuel, le dessin qui est en train de se faire, ou bien peut-être un peu par rapport à ce que vous, Monsieur Monimo, vous aviez l'air d'expliquer sur les pratiques de dessin, et puis ce que j'ai pu voir dans le livre de Monsieur Comte, est-ce que contemporain, c'est plutôt cette tendance de l'art contemporain à hybrider, en fait, à faire se rencontrer le dessin ou la ligne avec d'autres pratiques, d'autres disciplines entre guillemets comme la performance, l'installation ou Didier Rettner, il me disait à l'instant que
il était d'accord sur cette idée que en fait, le dessin était une chose qui était en relation avec la durée, le temps. Hein. Moi, je sais par exemple, pour moi, le terme de contemporain, c'est un truc qui ne veut absolument rien dire. C'est absolument pas un terme qualifiant. Hein. Le problème, c'est que, est-ce qu'une œuvre, je cite moi des fois des œuvres très anciennes, par exemple, j'adore cette étude de Léonard de Vinci qu'il a fait pour l'adoration des mages, qui est au musée de Florence. Bon. Ce dessin, qui est un dessin préparatoire, a un tableau lui-même inachevé. Ce dessin, mais il est d'une modernité absolument extraordinaire. Bon. Ce qui veut dire que pour moi, ce que j'appelle le contemporain, c'est ce qui recèle une intensité encore agissante dans le présent. Une intensité agissante dans le présent. Il y a des tas de choses qui sont contemporaines, moi, qui ne m'intéressent absolument pas. Et en majeure partie, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'on appelle l'art contemporain. Là-dedans, il y a des choses qui sont absolument formidables. Et le problème, c'est qu'on met des espèces de catégories dans lesquelles il faudrait que tout l'art contemporain... On parlait des gens qui sont réactionnaires, qui disent le dessin, on ne sait plus dessiner, ce qui est faux. Mais il y a l'art contemporain, c'est n'importe quoi. Ça, c'est encore un truc énorme. Ça, c'est les gens qui disent ça, c'est des gens qui ne sont pas curieux, qui ne connaissent pas la richesse de tout ce qui est proposé. Dans la création actuelle. Et c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de direction pour dire c'est là que se situent véritablement les promesses d'un développement à venir. On ne sait pas ce qui va être fertile et ce qui va être susceptible d'avoir une pérennité. Oui, je posais la question là justement par rapport à la dénomination du salon, le salon du dessin contemporain. Voilà. Excusez-moi, je peux vous répondre sur la dénomination. En fait, nous, on a une frontière temporelle qui est grosso modo les 50 dernières années. Voilà. Parce qu'il faut que nous, on les pose par rapport à un comité de sélection, par rapport à des propositions qui nous sont faites au moment de la sélection des galeries. Et c'est vrai que quand on a démarré il y a 8 ans, on disait grosso modo des années 50 à nos jours, il s'est passé 8 ans, donc on a à peu près dit c'est les 50 dernières années, donc on démarre grosso modo aux années 60. Bon, je sais qu'il y a, je crois, quelques dessins de Gilida qui doivent être un tout petit peu antérieurs sur le salon, mais grosso modo c'est ça. Bon, mais c'est nous une frontière qu'on s'est donnée parce que c'est vrai qu'on a envie de montrer ces différentes facettes des 50 dernières années. C'est notre définition du salon du dessin contemporain. Donc dans le sens de contemporain actuel. Tout à fait. Et pas dans le sens, par exemple, décrit par une sociologue qui s'appelle Nathalie. On n'est pas dans la sociologie, on est dans une frontière temporelle. D'accord. D'où le fait qu'il y ait une majorité de travaux de dessin sur papier. En fait, c'était pour rebondir un petit peu. Non, mais quand on parle de papier, alors nous, notre définition, elle est beaucoup plus large dans l'esprit. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on est dans une foire, qui est une foire commerciale, et que justement, si on essaye d'avoir d'autres événements en parallèle, qu'on montre généralement notre lauréat de prix sous d'autres formes de dessin plus larges, avec des espaces d'expression, c'est pour montrer justement, pardon Fabien, que le dessin peut sortir de la feuille, mais que automatiquement on est quand même dans un format où les galeries ont un stand, des œuvres qu'ils sont là pour vendre, et qu'il est quand même plus facile de vendre un dessin encadré qu'une proposition sur un mur. Et puis on a aussi une autre temporalité, c'est que chaque journée d'un espace que nous louons est très cher, et qu'on rêverait que les drawing in process qu'on a fait faire, on puisse venir 3 jours avant et laisser les artistes s'éclater, mais que nos moyens financiers ne nous le permettent pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir d'autres moments. Malheureusement, cette année, on n'a pas pu toujours tout garder parce que les lieux étaient un peu compliqués au moment de notre arrivée. Mais voilà, et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir d'autres moments autour du dessin, autour de performances. L'année dernière, les élèves des Beaux-Arts ont passé une journée avec une performance très intéressante. Et c'est autour des drawing in process, notamment, entre autres, autour du programme vidéo, autour d'autres facettes du dessin contemporain qu'on essaie de montrer, pour nous, les différents aspects du dessin. Merci, c'est ce que je voulais savoir. Une dernière question. Merci. Ah.
Bonsoir. On parle en fait sur la question comment apprendre le dessin contemporain aux étudiants. Mais comment on peut l'apprendre si on n'a jamais suivi un apprentissage dans une école de l'art? Si on veut l'apprendre nous-mêmes, si on a un grand passion à l'abstraction, enfin, dans nous-mêmes, comment, je ne sais pas, quel conseil vous aurez donné à quelqu'un qui veut être justement autodidacte et chercher lui-même? On peut apprendre le dessin en autodidacte? Moi, oui, puis on peut couper les cheveux en quatre aussi, c'est vrai. Non mais, bien sûr, non mais le problème des questions que vous posez, c'est-à-dire que il y a une chose qui a été dite tout à l'heure par Claire Tabouret, j'ai bien aimé le dire. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans le monde de l'art, qui s'apparente à une communauté d'esprit ou une famille, hein, mais ce n'est pas une famille stylistique. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'effectivement, moi d'ailleurs c'est ça qui me passionne dans l'art, c'est que c'est un territoire qui, heureusement jusqu'à présent, n'a jamais suscité aucun carnage. On s'est battu pour des religions, on s'est battu pour des idées, des philosophes et tout ça. L'art, on se bat, mais on se bat contre soi-même. Et le problème c'est que cette chose-là, ce qui est formidable, c'est que parce que l'on fait, on prouve la qualité de ce que l'on pense. Et par contre, moi je pense qu'il y a énormément de choses qui sont à espérer aussi, parce qu'il est produit par des gens qui ne sont pas passés par les écoles. Moi, je suis contre ce qui se passe actuellement dans les écoles d'art où on voudrait qu'elles s'alignent sur l'université. C'est-à-dire qu'on recrute des bacheliers, des gens qui vont faire ensuite un mémoire, on va faire ce qu'on appelle des docteurs en arts plastiques. C'est une réforme européenne. Hein. Un jour, moi j'ai dit ça, j'ai dit, ben, moi je préfère rester dans les malades, à propos de cette définition. Et alors, moi je sais par exemple maintenant, si je devais me présenter à l'école des Beaux-Arts, je ne serais pas pris, je ne suis pas bachelier. Bon. Et vous savez, on peut être dans une école et être autodidacte dans l'école. Hein, c'est-à-dire, vous savez, se développer, c'est pas se développer avec le concours des autres, c'est se développer contre les autres aussi. Je me souviens, ça c'est une chose que Jean Hélion avait dit. Quand j'avais 20 ans, j'avais rencontré tous ces peintres historiques. Et il m'avait dit un truc, vous savez, il m'a donné un conseil, il m'a dit, il faut que vous peigniez ce que vous aimez. Si vous aimez les femmes, vous payez les femmes. Si vous aimez les garçons, vous payez les garçons. Si vous aimez les machines, vous payez les machines. Je connais très peu de peintres et d'artistes qui travaillent contre quelque chose. J'en connais un seul, c'est Eduardo Arroyo. Il travaille contre la dictature en Espagne. Et il trouve sa force plastique en s'étant fait l'instrument, en ayant fait de son art l'instrument d'une lutte contre quelque chose qui était pour lui et qui était pour nous inadmissible. Et ça veut dire aussi que l'autodidacte, c'est un résistant, de certaine façon. Et moi, je pense que c'est très très important d'avoir des résistances. Je voudrais rebondir sur cette question et en poser une autre. J'entendais un marchand hier dire, voilà, c'est un artiste, on a retrouvé son fond de dessin, c'est un autodidacte, ça se voit. Est-ce que vraiment ça se voit? Je sais pas, parce que c'est... Voir qu'il y a un autodidacte, ce serait voir quelqu'un qui aurait échappé à tous les académismes, mais ça c'est formidable, ça. Moi je sais qu'il y a un musée que je vais souvent visiter, parce que j'ai une maison dans le Jura aussi, je vais à Lausanne, au musée de l'art brut. Bon. Alors ce qui est formidable, c'est que l'art brut, on a l'impression que c'est uniquement ce que Dubuffet a déposé, c'est qu'on se fait une idée de l'art brut, c'est-à-dire les assiettes cassées, les trucs comme ça. Bon, là il y avait un artiste, oui, un artiste, parce que là aussi, le problème, c'est quoi l'artiste? Celui qui n'a pas de... On est dans un monde où on s'autoproclame artiste. Il y a des gens qui font des choses, mais ils ne savent même pas que ce qu'ils font, c'est de l'art. Bon. Lui, il était obsédé par un truc, il faisait des dessins de locomotives, mais de l'avant des locomotives. Il en faisait des centaines sur des feuilles de papier, mais grandes comme ça. Il y en avait 25 qui étaient alignés côte à côte. C'était absolument extraordinaire. Ah ben alors lui... Il était totalement autodidacte, mais son truc, c'était... Oui, peut-être juste pour compléter, j'ai en tout cas repéré 2 artistes présentés à l'art brut sur le salon
entre autres Daniel Johnston, musicien et dessinateur. Voilà. Donc ça s'est aussi ouvert d'une certaine manière de la manière dont c'est montré. Heureusement. Mais, moi, je pense qu'il faut travailler beaucoup pour être autodidacte. Merci. Bien. Bon salon, bonne visite. Vous avez encore quelques heures pour l'exposition de Didier Drittner. À bientôt, l'année prochaine.